Se mouvoir. Une fonction vitale, aussi essentielle que le fait de respirer. Cette faculté de nous déplacer qui met en jeu nos muscles et nos nerfs nous permet de relever un grand nombre de défis auxquels nous sommes confrontés. Mais comment les animaux sont-ils parvenus à développer cette mécanique complexe et cet art du mouvement? Quelle est l'origine de cette étonnante danse de la vie? Bien que le mouvement et le comportement soient relativement complexes dans le monde animal, c'est dans un groupe très rudimentaire et très primitif que se trouvent les racines de la mobilité. Il existe des créatures tellement simples qu'elles étaient à une certaine époque considérées par les scientifiques comme des plantes. Mais maintenant, nous savons qu'elles ont radicalement transformé le monde animal. Elles ont inventé le montage électrique, le câblage, notre système nerveux. C'était un bond en avant surprenant pour le monde animal. Nous allons essayer de comprendre le processus qui a permis à la vie de se mettre en marche et à quelle créature nous le devons. En effet, l'héritage que nous ont transmis ces héros méconnus a modifié à jamais le cours de l'évolution. Le mouvement est une chose remarquable. Le mouvement fait partie intégrante de notre vie, tout comme le fait de respirer. Nous n'y pensons même pas. Le biologiste Jack Costello s'intéresse particulièrement aux capacités de mouvement des animaux. L'un des caractères spécifiques des animaux, ou ce que nous considérons généralement comme le trait qui les différencie des plantes ou des champignons, c'est leur capacité à se mouvoir. Démontrant d'impressionnantes qualités de rapidité, d'agilité et de puissance, les animaux semblent être constamment en mouvement. Le stade de repos ne constitue bien souvent que le préambule à l'action, voire à l'attaque. Les animaux perçoivent le monde qui les entoure et réagissent en fonction, chacun à leur manière. Mais comment le mouvement est-il apparu dans la vie animale? Au large des côtes rocheuses de Rhode Island existe un monde aquatique qui détient peut-être la réponse. Jack espère bien percer ce mystère. S'il nous était donné de remonter le temps sur des centaines de millions d'années, il est persuadé que nous pourrions découvrir les pionniers qui ont introduit le mouvement et le comportement dans le règne animal. Mais il n'a pas besoin d'une machine à remonter le temps. Dans ces eaux sombres et froides, Jack pense pouvoir trouver une créature très proche de ces anciens pionniers. Cet être vivant, qui ressemble à une fleur, est une anémone de mer. Elle appartient à un très ancien groupe d'animaux appelé les cnidaires. Comment des créatures aussi rudimentaires ont-elles pu engendrer l'étonnant ballet de la vie? À première vue, certains cnidaires ne ressemblent même pas à des animaux. Les cnidaires qui croissent au fond de la mer, avec leurs tentacules déployés, offrent généralement peu de différence avec les algues qui les entourent. C'est pourquoi les premiers scientifiques à les avoir étudiés les ont classés parmi les plantes. Pendant des siècles, ces organismes ont laissé les scientifiques perplexes.
Aujourd'hui, Jack Costello considère que l'apparition des premiers cnidaires est à l'origine d'une révolution. C'est sans aucun doute un groupe qu'il est indispensable d'étudier. En fait, ils sont incontournables si on veut comprendre le mouvement et le comportement. Il y a des centaines de millions d'années, bien avant que les animaux ne nagent dans les océans ou se déplacent le long des fonds marins, il n'existait qu'un seul groupe animal, les éponges. Incapables de se mouvoir avec efficacité de leur propre chef, ces organismes ne disposaient que des sens les plus rudimentaires. Par un mécanisme de pompage, les éponges filtraient les minuscules particules de nourriture contenues dans l'eau. La structure de ces êtres était des plus succinctes, à peine un vague amas de cellules. Puis des créatures beaucoup plus complexes sont apparues. Elles allaient changer le monde animal. C'étaient les premiers cnidaires. Ils n'ont peut-être pas l'air de pionniers, mais les cnidaires ont marqué une étape charnière du comportement animal. Ces créatures ont été les premières à posséder des tentacules sensibles, capables de s'étendre et de percevoir le monde. Il y a plus de 500 millions d'années, les cnidaires ont conçu et développé d'autres fonctions que nous tenons pour acquises aujourd'hui. C'est un animal qui possède une bouche, à laquelle est relié un estomac qui digère la nourriture. Il s'agit d'une innovation remarquable qui va s'étendre à tout le monde animal. Mais les cnidaires vont générer des inventions plus importantes encore. Ces créatures, aux allures d'une simplicité trompeuse, vont inventer le mouvement. Les premières ébauches ont dû ressembler de très près à ces subtils frémissements. Au-delà des tentacules plissés de ce cnidaire, des millions de minuscules poils situés dans sa gorge attirent l'eau dans son corps. Vu en accéléré, cet animal semble pousser et croître à mesure que l'eau remplit son corps pour créer un squelette liquide. Il peut maintenant se tenir droit, prêt à l'action. Munis de deux ensembles de muscles, les cnidaires peuvent s'incliner dans toutes les directions. Pour contrôler leurs muscles, les cnidaires comptent sur une autre de leurs inventions, des cellules spécialisées qui vont former les nerfs. Empruntant ce réseau nerveux, des impulsions électriques déclenchent la contraction d'un ensemble de muscles, ce qui permet à l'animal de se redresser. En contractant l'autre ensemble de muscles, l'animal peut s'incliner dans la position idéale pour attraper de la nourriture. Ça a l'air d'une simplicité enfantine. Mais toutes les créatures qui aujourd'hui rampent, volent ou nagent possèdent des muscles et des nerfs, un héritage des cnidaires. Les apparences sont souvent trompeuses, comme l'illustrent ces organismes à première vue si lents et si rudimentaires, mais à l'origine de la mobilité animale. La côte californienne, qui abrite certains des plus spectaculaires cnidaires, attire des scientifiques des quatre coins du monde. Pour le biologiste Ian Lone, ce rivage rocheux est un paradis. En étudiant les anémones de mer, Ian peut imaginer à quoi pouvaient ressembler les premiers comportements animaux.
À mes yeux, toutes les questions réellement fascinantes en biologie concernent les origines. D'où venons-nous? Qu'est-ce qui a déclenché l'évolution du comportement? Et il faut remonter jusqu'à un groupe comme les cnidaires pour pouvoir tenter de répondre à ces questions. Les cnidaires ont été les premiers prédateurs actifs de la planète. Tout comme ses ancêtres, cette anémone de mer à l'apparence docile est capable de prendre au piège des proies se déplaçant à une grande vitesse. Le goby est un nageur très rapide. Il possède des yeux et des sens capables de détecter n'importe quel signe de danger. Son cerveau est à même d'analyser des signaux complexes. Il est donc apparemment très bien équipé pour la survie. L'anémone de mer a cependant développé des armes qui lui sont propres. Ces tentacules sont recouverts de millions de capsules spéciales appelées nématocystes. À l'intérieur des capsules se trouvent des filaments remplis de poisons mortels. Quand l'anémone de mer libère ses projectiles, ces derniers sont propulsés à la vitesse d'une balle de revolver. Ils transpercent leur cible et lui injectent des toxines paralysantes. Pour que l'anémone de mer attaque, il faut au préalable que ses tentacules aient été touchés. C'est pourquoi la proie doit venir à proximité de l'animal. L'apparence végétale de l'anémone de mer dissimule parfaitement ses intentions particulièrement mortelles. Se tenant silencieusement à l'affût, l'anémone de mer attend sa proie. Pour le goby, le moindre moment d'inattention peut être fatal. Faisant entrer de force le poisson dans sa bouche, l'anémone de mer va le dévorer à l'aide des instruments conçus par ses aïeux. Le goby est lentement digéré vivant. Pendant plus d'un demi-milliard d'années, les cnidaires ont perfectionné et adapté leurs nématocystes. Ils ont mis au point une surprenante collection d'armes. Certaines d'entre elles sont même composées de toxines pouvant être fatales aux êtres humains. Mais ces puissants projectiles ne sont pas utilisés dans le seul but de se procurer de la nourriture. Ce sont aussi des armes dressées contre leurs propres congénères. Des cnidaires comme ceux-ci ont sans doute été parmi les premiers animaux à se livrer bataille pour des questions de territoire. Ces anémones de mer semblent coexister pacifiquement. Apparemment, tout a l'air tranquille. Mais le conflit est latent. La cause ? Ce morceau de roche. Déployant leurs tentacules, les animaux se détectent mutuellement. Le point de non-retour a été atteint. Chaque animal se prépare pour la bataille. Les poches qu'il gonfle contiennent autant d'armes de combat. Chaque poche est remplie de centaines de munitions. C'est un véritable réservoir d'ogives chargé de toxines. Mais pour que le combat ait lieu,
les deux combattants doivent entrer en contact. Et le combat commence. C'est au ralenti qu'ils se portent des coups foudroyants. Les batailles d'anémones de mer peuvent durer des heures, voire des jours. Le combat est violent et peut même conduire à la mort. À chaque coup porté, des milliers d'armes empoisonnées pénètrent les chairs de l'adversaire et injectent dans le corps de l'ennemi quantité de toxines. Une fois leur arsenal épuisé, les poches d'armes sont en lambeaux. Triomphante, l'anémone de mer déploie ses tentacules comme pour célébrer sa victoire. L'animal vaincu se replie sur lui-même et éventuellement se déplacera. Les animaux ont toujours dû se battre pour exister, et les raisons sont des plus variées. Que ce soit pour se nourrir, s'attribuer un territoire ou pour conquérir une femelle. Et ce sont des créatures sans prétention qui sont sans doute à l'origine de tous ces comportements. Si les cnidaires ont semé les graines de la violence, ils ont aussi créé un mode de vie plus harmonieux, la coopération. Ces minuscules polypes de corail appartiennent aussi à la famille des cnidaires. Tout comme leurs cousins, ce sont des prédateurs, ils se nourrissent de plancton. Mais ces polypes ont renoncé au combat individuel. Au lieu de quoi, ils se sont réunis en de vastes colonies. Au lieu de se combattre, ils ont bâti. Ils sont à l'origine de l'une des plus grandes merveilles que la nature ait jamais conçue. Un spectacle de couleurs et de formes ne ressemblant à aucun autre. Les récifs coralliens. Au large de la côte nord-est de l'Australie, la Grande Barrière de Corail s'étend sur plus de 1500 km. C'est un trésor sans égal, regorgeant d'une vie dépendant entièrement du labeur de minuscules cnidaires. Ces récifs sont l'étonnant résultat de la coopération et de la productivité des cnidaires. Au cours des siècles, cette construction remarquable, fruit du travail des polypes de corail, a pris une telle ampleur qu'elle est visible depuis l'espace. Pour créer une telle structure architecturale, les coraux croissent et se développent sans cesse. Toutes les espèces de coraux synchronisent leurs frais. C'est l'un des spectacles les plus surprenants de la nature, et il se produit chaque année pendant les mêmes nuits. Personne n'a jamais totalement compris ce qui provoque le fait que des millions de polypes de corail éjectent leurs œufs et leurs spermes en un unique déploiement tourbillonnant. En travaillant tous ensemble à une telle échelle, les cnidaires ont trouvé le moyen d'assurer leur propre renaissance. Les cnidaires capturent des proies, livrent des batailles et bâtissent d'immenses structures. Et ils font tout ça uniquement avec un système nerveux et un système musculaire rudimentaires.
le fait qu'il en soit ainsi a longtemps intrigué le biologiste Ian Lone. La raison pour laquelle les anémones de mer me fascinent, c'est qu'elles possèdent une structure corporelle apparemment très simple et un système nerveux élémentaire. Et elles sont néanmoins capables d'avoir des modes de comportement passablement complexes. J'étais curieux de savoir comment elles s'y prenaient pour y arriver. Ian décide de concentrer ses recherches sur le langage silencieux du système nerveux des cnidaires. Comme sujet d'étude, il prend l'une des anémones de mer les moins ordinaires, un cnidaire solitaire appelé Stonphia coccinea. Accrochée à un rocher au fond de l'océan, elle semble sans défense. Mais ne vous y fiez pas. À première vue, cette anémone de mer représente un repas facile pour n'importe quel prédateur résolu. Aujourd'hui, elle est convoitée par un ennemi furtif, l'étoile de mer Dermasterias imbricata. Analysant son environnement à l'aide de ses tentacules sensoriels, l'étoile de mer s'approche lentement de sa proie. Avec ses légions de ventouses qu'elle utilise pour capturer et agripper ses victimes, c'est un chasseur très bien armé. Stonphia, notre anémone de mer, ignore que le danger s'approche. Mais dès que l'étoile de mer le touche, le cnidaire réagit. D'un bond, et dans une étourdissante manœuvre défensive, il se libère du rocher et s'éloigne du prédateur. C'est l'une des rares anémones de mer capables de nager. C'est fascinant d'étudier ce qui permet à Stonphia de se comporter d'une manière si complexe alors qu'elle possède un système nerveux élémentaire. Je voulais découvrir de quelle façon elle utilise son système nerveux pour élaborer un comportement aussi compliqué. Dans son laboratoire, Lone pose des électrodes sur le cnidaire afin de mesurer la fréquence de ses impulsions nerveuses. Tout d'abord, il caresse légèrement l'anémone de mer à l'aide d'un pinceau. L'animal se referme. La réaction à la caresse du pinceau est enregistrée sous forme d'oscillation sur l'écran de l'ordinateur. Ian propose ensuite de la nourriture à l'anémone de mer. Comme prévu, cela déclenche une excitation nerveuse chez l'animal et celui-ci se met à manger. Enfin, Ian utilise une étoile de mer pour provoquer une réaction de fuite chez le cnidaire. Un simple contact suffit. Au moment où le système nerveux réagit, une rapide série d'oscillations apparaît sur l'écran. L'anémone de mer prend la fuite. Ian découvre que le comportement dépend à la fois de la fréquence et du nombre des impulsions nerveuses. On retrouve ce remarquable système, mis au point à l'origine par les cnidaires, dans tout le monde animal. Les cnidaires sont le premier groupe à l'avoir conçu.
Ils ont inventé le montage électrique, le câblage, notre système nerveux. Les nerfs sont des câbles par lesquels passe de l'électricité. Ça a été un bond surprenant pour le monde animal. Les animaux ont développé une incroyable collection de manières de se mouvoir, d'agir et de réagir. Et tout a débuté avec les cnidaires. Nous avons une grande dette envers ce groupe modeste et primitif. Malgré leurs prouesses révolutionnaires, les plus anciens cnidaires restaient liés au fond de la mer. Mais leur structure corporelle ne pouvait pas être retenue longtemps dans les profondeurs. On ignore toujours quand et où l'événement s'est produit. Mais il y a plus de quelques millions d'années, certains cnidaires ont évolué dans une direction totalement nouvelle. La taille de leur bouche s'est agrandie et ils ont développé pour s'alimenter des structures ressemblant à des bras. Leurs tentacules sont devenus de minces filaments. Leur pédoncule cylindrique s'est transformé en une cloche et un animal bien connu, aux allures de fantôme, est apparu. Ayant évolué en méduses, les cnidaires ont sans doute été les premiers animaux à nager dans les océans de la planète. Avec une structure corporelle qui saura résister au temps, les méduses vont se répartir dans tout le système aquatique du globe. Aujourd'hui, ces créatures qui dérivent dans les océans sont prolifiques et présentent une étonnante variété de formes et de tailles. De nombreuses méduses constituent la nourriture d'autres organismes. C'est le cas pour cette jeune tortue de mer. Mais les méduses sont rarement des victimes passives. En fait, ce sont les prédateurs dominants de la plupart des océans du monde. Traînant dans leur sillage leurs tentacules mortels, les méduses écument lentement l'océan en recueillant leur proie. Comment des créatures à ce point évanescentes et apparemment incapables de se diriger peuvent-elles être de tels prédateurs ? Leurs hypnotiques mouvements ondulatoires dissimulent-ils un secret mortel ? En 1990, Jack Costello commence ses recherches sur les mystérieux modes de déplacement et d'alimentation des méduses. Ce qu'il découvre va définitivement modifier notre manière d'appréhender ces diaphanes meurtrières. À Greenwich Cove, sur Rhode Island, Jack conduit un groupe d'étudiants sur les lieux où il a mené les recherches qui sont à l'origine d'importants progrès. Jack dispose d'une caméra sous-marine. En enregistrant heure par heure les mouvements des méduses, il a pu étudier minutieusement pourquoi et comment elles nageaient de cette manière. Il a, entre autres, concentré ses recherches sur un groupe, les Aurélies campanules. Au début de leur vie, les Aurélies sont de minuscules polypes accrochés au fond de la mer. Ce sont des formes spectrales de vie, pas plus grosses que la mine d'un crayon. Comme beaucoup d'autres cnidaires, elles semblent parfaitement ordinaires. Et pourtant, à les regarder de plus près, en fait, seulement quelques fois par an,
les Aurélies subissent une des transformations les plus fantastiques du royaume animal. À un moment donné, ces polypes vont commencer à se diviser. C'est pratiquement comme s'ils fabriquaient des petites lamelles posées les unes sur les autres. Chaque polype forme des douzaines de lamelles oranges. Chacune de ces lamelles devient à son tour un animal appelé Éphyra. Éphyra est en quelque sorte le stade adolescent de la méduse. Chacune d'entre elles se détache du pédoncule du polype et s'éloigne à la nage. Il y a des millions d'années, c'est sans doute de cette manière-là que les anciens cnidaires se sont libérés du fond de la mer. Pendant un mois, le temps de devenir adulte, la méduse adolescente va se nourrir de plancton. Une fois leur croissance achevée, ces animaux peuvent mesurer jusqu'à 60 cm de large. Pendant le frai, ces méduses se rassemblent en de gigantesques essaims le long de la côte. Les mâles projettent des filaments de sperme dans l'eau. Recueillant les filaments à l'aide de leurs bras plissés, les femelles capturent et ingèrent le sperme qui va ensuite féconder leurs œufs. Accoutumés aux grands espaces, leurs corps délicats peuvent être écrasés par la multitude. Lors de ces grands rassemblements, nombre d'entre elles succombent. En l'espace de quelques jours, leur chair fragile se décompose et disparaissent. Mais leur progéniture prend racine sous forme de minuscules polypes et le cycle recommence à nouveau. Le cycle de vie des Aurélies est remarquable. Mais Jack Costello est encore plus intrigué par une chose qu'elles font quotidiennement. Il est fasciné par la façon dont elles bougent. Ces heures d'enregistrement lui révèlent que les méduses nagent constamment. Mais en dépit de tous leurs mouvements, elles semblent n'arriver nulle part. Elles passent leur temps à nager, mais en fait, elles n'avancent jamais. C'est pourquoi nous nous interrogeons sur la raison qui les pousse à nager constamment. Ce qui intrigue tout autant Jack, c'est le fait que les méduses ne soient pas conçues pour se mouvoir facilement dans l'eau. En fait, la forme de leur corps semble plutôt destinée à les ralentir. Cette forme de disque aplati est probablement l'une des formes les moins adaptées à la progression dans l'eau que l'on puisse imaginer. Afin d'obtenir un meilleur aperçu d'une méduse en mouvement, Jack s'est livré à une expérience très simple. Y a-t-il un dessin caché dans la forme du corps des méduses ? Perché sur les hauteurs escarpées du littoral de Big Sur, au nord de la Californie, un laboratoire a été installé pour étudier le comportement animal. Entouré d'une équipe de cinéastes, Jack fait la démonstration de son expérience.
Le sujet en est une méduse de la taille d'une goutte d'eau. Nous voulions observer sa façon de nager et voir comment elle agit sur le liquide qui l'entoure. Jack Costello ajoute de minuscules particules visibles dans l'aquarium, ce qui lui permet d'observer la façon dont l'eau circule autour de la méduse. Maintenant, lorsque la méduse nage, on constate la formation d'un courant. Le secret de l'animal se dévoile peu à peu. Nous avons découvert, grâce à cette observation, que cette forme excessivement aspirante est très efficace pour créer des tourbillons et des flux autour des bords de la cloche. Ainsi, le flux se dirige exactement entre les tentacules et permet à la méduse de capturer ses proies. Vous voyez, ici elle est en train de nager, et c'est le mouvement de sa nage et le flux créé par celle-ci qui amène les proies sur les surfaces de capture. Donc en réalité, ce corps que nous considérions comme totalement inefficace pour le déplacement se révèle très efficace pour créer le flux qui permet à l'animal de se nourrir. Dans ses travaux ultérieurs, Jack Costello a démontré que chaque forme de méduse crée son propre courant, permettant la capture de proies différentes. Mais ce qui est peut-être le plus essentiel dans la découverte de Jack, c'est de savoir que le premier animal qui s'est détaché du fond de la mer pour nager l'a sans doute fait pour prendre au piège sa proie, et non pour la prendre en chasse. C'est un système incroyablement simple, mais terriblement efficace. Ça devient un peu plus sinistre quand on réalise que ce mécanisme qui permet à ces animaux de nager est principalement destiné à tuer des proies. Les scientifiques savent que les méduses s'épanouissent dans les parties supérieures des océans. Mais en existe-t-il autant dans les grandes profondeurs? C'est une question qui, jusqu'à présent, était restée sans réponse. Le navire de recherche Western Flyer croise dans les eaux de Monterey, au large de la Californie. Il a pour mission de fouiller les profondeurs de l'océan à la recherche de cnidaires. Grâce à un véhicule télécommandé appelé ROV, les scientifiques peuvent accéder au plus profond de l'océan, un univers que peu d'humains ont la chance de contempler. Leur quête de cnidaires les conduira à quelques 2500 mètres de profondeur. Le biologiste Bruce Robinson dirige cette expédition. Les cnidaires existent en si grand nombre dans le kilomètre supérieur de l'océan que nous pensons trouver une situation identique en descendant au-delà de 1000 mètres. Mais bien entendu, nous ne pouvons pas en être totalement certains. C'est le plus grand espace de vie de la planète. Depuis la salle de contrôle du Western Flyer, Bruce Robinson et son équipe font effectuer au ROV une plongée de reconnaissance. Les scientifiques doivent déjà être performants dans des eaux peu profondes, avant de pouvoir envoyer le matériel dans les profondeurs. Tout se passe sans problème. Les premiers 1000 mètres leur offrent des vues familières, mais spectaculaires. Cette étonnante créature, connue sous le nom de siphonophore, est la résultante de deux formes de cnidaires rudimentaires. La méduse en forme de cloche
et le polype à forme caudale avec ses tentacules traînants. S'étirant sur une quarantaine de mètres, le siphonophore est le plus long prédateur du monde, plus long encore que la baleine bleue. Ses tentacules urticants balaient l'eau tel un gigantesque filet de pêche. Comme c'est le cas pour tous les cnidaires, ces tentacules sont recouverts de millions de nématocystes, destinés à capturer et tuer ses proies. Plus en profondeur, l'équipe repère une méduse appelée Colobonema, une méduse au surprenant système de défense. Lorsqu'elle est effrayée, elle libère ses tentacules, les abandonnant derrière elle comme autant de leurres destinés à distraire ses éventuels poursuivants. Si ces cnidaires ressemblent à des créatures fantastiques venues d'un autre monde, ici, dans cet univers, ils sont pourtant l'espèce dominante. Bien qu'en très grand nombre, les méduses ne sont pas pour autant faciles à capturer. Même à l'aide de containers spécialement conçus, cela demande un certain doigté. Alignons-nous. Nous sommes légèrement au-dessus du repère. Essayez d'aligner le réservoir avec ce repère lumineux. C'est un spécimen en parfait état. Oh yes, 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 yes. All right, bingo. La plongée d'essai est terminée. L'équipe récupère le rove. All right, good one. Okay, give it to Jess. Give it to Jess. Les cnidaires qui ont été capturés sont immédiatement emmenés au laboratoire où ils seront étudiés ultérieurement. La prochaine plongée n'a rien à voir avec une plongée de reconnaissance. Elle est beaucoup plus risquée. Cette fois, l'équipe du Western Flyer se dirige vers des profondeurs inconnues, à 2500 mètres et plus. Maintenant, nous allons être à même d'atteindre un territoire qui n'a encore jamais été exploré. Très rapidement, de surprenantes créatures font leur apparition. En voici une grande. Oh, regardez, regardez. Ça pourrait être des amphipodes ou leurs œufs. L'équipe est récompensée par l'apparition d'une très grande variété de cnidaires. Où que la caméra se tourne, un nouveau spécimen apparaît. Juste en haut, sur le côté droit. Tu le vois ? Lorsque le rove atteint les 2500 mètres, les chercheurs font une surprenante découverte. Qu'est-ce que c'est? Remonte un peu, s'il te plaît. C'est une nouvelle espèce, un nouvel animal. Personne n'a jamais vu cette méduse auparavant. Elle n'a jamais été identifiée. On ne lui a jamais donné de nom. C'est l'une des plus grandes méduses au monde, avec un diamètre de près d'1 mètre. Contrairement aux autres cnidaires, cet animal ne possède pas de tentacules, mais de très gros bras charnus. On ignore pratiquement tout de son corps et de son mode de vie. Comment capture-t-elle ses proies? De quoi se nourrit-elle? Quel est son cycle de vie?
Peut-elle encore grandir? Découvrir de nouvelles formes de vie est passionnant. Ça fait partie du plaisir qu'il y a à faire de telles recherches. À la fin de leur mission, Bruce Robinson et son équipe ont découvert une myriade de cnidaires vivant au-delà de 1000 mètres de profondeur. Apparemment, ces curieuses créatures qui peuplent la partie supérieure des océans se retrouvent également en grande quantité dans les profondeurs. Il y a des millions d'années, d'improbables pionniers ont engendré une révolution. Les cnidaires ont mis la vie animale en mouvement, introduisant par là même la notion de comportement. Pour participer à cet étonnant ballet souvent sauvage, les animaux ont suivi le sillage des cnidaires. Le mouvement animal est d'une extrême complexité. C'est l'une des caractéristiques spécifiques attribuées généralement aux animaux. La capacité à se mouvoir. Nous utilisons des nerfs, nous utilisons des muscles, nous utilisons des cellules sensorielles. Toutes ces choses ont été inventées par les cnidaires au cours de leur évolution. La majorité de ce que nous considérons comme acquis aujourd'hui a vu le jour avec les cnidaires, ces héros méconnus du royaume animal, ces créatures rudimentaires qui ont à jamais introduit le mouvement dans la fabrique de la vie.